les podcasts de la Paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenue les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. Bon, merci. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. C'est la dernière rencontre de ce chouette festival. Moi, je me présente tout d'abord. Je m'appelle Sofian Fanet. Je travaille pour un média en ligne qui s'appelle lesjours.fr. Je vois des têtes qui sont venues nous voir pendant ces 2 jours. On est un média indépendant, en ligne, sur abonnement, qui fait des enquêtes et des reportages qui ont la particularité d'être publiés en format de série. On fait des épisodes qui se prolongent les uns les autres. Et moi, ça fait 10 ans qu'on existe, Les Jours. Et moi, ça fait 10 ans que je travaille, pas uniquement, mais beaucoup sur les questions de musique en ligne. J'ai une série qui s'appelle La Fête du Stream, qui en est à sa 6e saison aujourd'hui, qu'on a réactivée, où on aime bien faire un peu des jeux de mots dans nos titres d'épisodes et de séries au jour, qui a été réactivée régulièrement, avec l'idée que, alors déjà vous allez l'entendre, en fait, on va diffuser un podcast qu'on avait fait en 2022. Donc vous allez m'entendre moi-même en 2022. C'est un peu méta, comme ça on pourra en parler après. Excusez-moi. Voilà, évidemment. L'écran de veille, ça on pourra prolonger ce récit d'enquête qui date de 2022 jusqu'à aujourd'hui, et notamment l'IA qui a beaucoup chamboulé ce même sujet dont je parle dans ce podcast. Mais en tout cas, pour vous donner un cadre, cette enquête sur la mutation numérique de la musique et la façon dont on écoute la musique aujourd'hui sur ces plateformes de streaming, elle se fait beaucoup avec une réflexion qui est que observer le secteur de la musique dans cet environnement numérique et ses mutations, c'est en fait anticiper des mutations qui vont toucher beaucoup d'autres secteurs du monde culturel et du monde extra-culturel après, parce que la musique, depuis les débuts du numérique, en tout cas d'Internet, est un secteur qui est traditionnellement touché parmi les premiers par les révolutions et qui essuie des plâtres et qui tâtonne, qui cherche des solutions, qui en trouve parfois, qui est confronté à des problématiques comme la fraude et qui finalement ouvre des portes. Et souvent ça fait écho à d'autres secteurs. Je parle pas plus, on met le podcast, je reviens après pour vous raconter la suite, et après comme ça on en parle, on aura un temps d'échange à la fin de ces 40 minutes et quelques. Merci beaucoup. Depuis plusieurs années, la rumeur court. 30% des écoutes des nouveautés musicales françaises seraient des faux destinés à gonfler les classements. Sofian Fanen est journaliste et cofondateur des Jours. Dans cette 5e saison de la fête du stream, intitulée La fête du fake stream, il revient sur les techniques de triche dans le monde de la musique. Bonjour Sofian, tu es l'auteur de la série La fête du stream. Est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter un peu comment est née cette série, comment t'es venue l'idée ? Parce qu'on a lancé Les Jours en 2016 et on était vraiment à ce moment-là en plein dans l'installation, on va dire, du streaming en termes grand public. Les plateformes de streaming, Deezer, Spotify pour les premières, sont nées en 2007, mais il a fallu plusieurs années et une adaptation en termes d'usage, que les gens aient des téléphones mobiles, etc., pour que le streaming devienne vraiment un acteur majeur du monde de la musique, et ça s'est fait à partir de 2015, voilà, les années 2015-2018, ça a vraiment été clé. Et donc nous, on était là en 2016, c'était le moment d'enquêter là-dessus. Moi, j'avais déjà enquêté sur ce sujet-là quand j'étais à Libération. Je couvrais déjà ces sujets à Libération, de plateformes musicales, de mutations numériques. Et donc j'ai continué sur Les Jours avec cette enquête qui est unique parce que on est les seuls à avoir suivi vraiment tout le déploiement de cette nouvelle économie et tout ce que ça peut changer, parce que le streaming a changé le moindre recoin du monde de la musique jusqu'au monde du live. La fête du stream, c'est aussi une série qui est très dense puisqu'il y a 5 saisons. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses à raconter sur le sujet ?
Ce qui est intéressant, c'est de dire que la révolution du streaming qu'on est en train de vivre, du côté des auditeurs, de nous, du côté des artistes, du côté des maisons de disques, du côté de tous les acteurs du secteur de la musique et vraiment jusqu'à la scène, c'est une révolution qui est, si on intègre toute la révolution du numérique, on va dire, le téléchargement, Napster, toutes les années 2000, le piratage, etc., c'est d'une magnitude équivalente à la naissance début 20e de la musique enregistrée et de la radio. À peu près à 20 ans d'écart, on a eu la musique enregistrée qui a conquis le grand public et la radio qui débarque. Changement de vie, changement culturel, changement d'époque pour les gens à l'époque. Et on est en train de vivre quelque chose de la même magnitude. Donc c'est ça qu'on raconte en fait dans l'affect du stream. Et c'est pour ça que c'est intéressant de continuer. Parce que la mutation, elle est encore en cours. Le streaming, c'est encore relativement jeune. Je disais, c'est 2015 pour le grand public. C'est il y a à peine 7 ans. Donc on est encore au début de tout ça. Il y a encore plein de débats sur le partage de l'argent, sur la recommandation de la musique, les algorithmes qui sont des boîtes noires. Donc c'est pas achevé. Et donc c'est vraiment intéressant de pouvoir suivre ça sur le long terme, et il n'y a vraiment que les jours qui permettent ça. Et donc là, tu viens d'entamer une nouvelle saison. Qu'est-ce qui t'a décidé à réouvrir le dossier, en fait ? En fait, cette enquête, j'ai repris ce sujet de la manipulation des streams. C'est un sujet sur lequel j'avais déjà enquêté en 2018, donc c'est vraiment un serpent de mer dans le monde de la musique, en France et partout dans le monde, mais en France on en parle beaucoup. Moi je suis un peu lassé du sujet, j'en ai un peu marre de ce sujet, parce que ça revient tout le temps, et je l'ai repris en me disant ça va encore être la même chose, parce qu'il y a une grosse part de fantasmes, il y a une grosse part de légendes urbaines, de faux streams qui n'en sont pas, etc. Et en fait, en enquêtant là pour ce sujet-là, pour ce retour, là j'ai bien vu par contre qu'il y avait un changement d'époque et que quelque chose qui était un problème, mais un problème un peu noyé, un peu l'un des interlocuteurs dans la série dit je pensais que c'était un truc de loser, c'était un peu ça, c'était un peu un truc d'artiste qui veut se faire voir, et aujourd'hui c'est devenu un système pour des artistes en vue, pour des artistes qui ont des vrais fans et qui ont des vrais streams, mais qui en rajoutent parce qu'il y a une pression de la réussite, parce qu'il y a des égos, parce qu'il ne faut pas se rater, etc. etc. Et donc, c'était vraiment utile de revenir, de refouiller un petit peu, de recreuser, de revenir sur ce sujet. Et ça aussi, c'est un truc des jours, de pouvoir ne pas lâcher un sujet, revenir dessus, reprendre l'enquête quelques années après. Voilà. Et je suis assez content de pouvoir faire une nouvelle série d'articles spécifiquement sur cette question de la manipulation des streams, parce qu'on n'en est toujours pas sorti. Et quand tu as commencé toute cette série il y a plusieurs années, comment est-ce que tu as commencé ? Quel a été ton point de départ ? En fait, la fête du stream, ça commence... pour moi, ce qui est le plus intéressant à la fin, c'est l'auditeur. C'est vraiment nous, devant notre écran et avec notre casque sur les oreilles ou devant nos enceintes. Qu'est-ce que ça fait de nous en tant qu'auditeur? Qu'est-ce que ça change pour nous en tant qu'auditeur? Comment on découvre la musique? Quelle musique on découvre? Quelle musique on n'écoute pas en termes stylistiques, mais combien de musique on écoute, voilà. Et en fait, le streaming change tout. On écoute beaucoup plus de musique, les choses vont plus vite, les sorties sont rythmées différemment, les albums ont changé de forme, le son lui-même est différent, etc. Donc, c'est un point de départ. C'est vraiment mon expérience en tant qu'auditeur qui est le point de départ, et en tant que fan de musique en plus. Donc, après, j'essaye, je fais très attention à pas me considérer comme un auditeur lambda, dans le sens où je passe mes journées à écouter de la musique et c'est ma passion numéro 1 avant de journalisme, c'est quand même d'écouter de la musique. Donc j'ai un rapport différent, plus profond que la majorité des gens à la musique, mais je pratique beaucoup les plateformes, donc je les vois changer, je les vois bouger, je vois ce qu'elles essayent de faire, je vois ce qu'elles fabriquent comme écoute, ce qu'elles proposent comme playlist, je les ai vues changer, voilà. Donc ça c'est vraiment le point de départ. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé au début justement sur le côté recommandation de la musique. C'est-à-dire, en partant de l'auditeur,
on descend vers la plateforme et on essaie de comprendre comment les algorithmes fonctionnent, comment on essaye comment on nous recommande de la musique, pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a plein de bonnes choses dans la recommandation. Recommandation algorithmique, recommandation humaine. J'ai beaucoup travaillé sur les playlists éditoriales des plateformes de streaming, avec des vrais gens qui écoutent des disques, qui les mettent dans des playlists pour nous recommander des nouveautés, mais aussi de plus en plus dans des micro-genres, etc. Au début, j'ai beaucoup travaillé également sur tout le monde ce qu'on appelle les playlists de mood, playlists d'ambiance, et cette façon qu'a encore le streaming, de vouloir fabriquer une écoute continue, une écoute sans fin, et cette idée de dire que toute musique devient potentiellement un accompagnement de notre journée, et cette idée des plateformes de streaming de rythmer la journée de leurs abonnés, de leurs auditeurs. Et après, on a vraiment déployé les sujets, notamment un des sujets qui a été super important à traiter et qui raconte beaucoup de choses, c'était la prise de pouvoir du rap. Comment le rap a utilisé le streaming mieux que toute autre musique pour prendre sa revanche sur un monde de la musique qui l'a toujours maltraité. Le monde entier de la musique derrière est recomposé à partir de ce que le rap a montré à tout le monde, et comment aujourd'hui même la variété, la chanson, etc., même la pop se sert de ce défrichage-là. Donc là, pour ton enquête sur l'effet stream, t'as eu affaire à pas mal d'interlocuteurs. Comment est-ce que tu les convaincs de parler, alors qu'a priori, le sujet d'effet stream, c'est quand même pas très reluisant pour l'industrie musicale? Le monde de la musique, c'est un monde qui n'a pas l'habitude qu'on lui parle. Parce que dans quasiment tous les médias, la musique, c'est loisir. C'est sympa, c'est détente. C'est la fin du journal, on n'est pas là pour s'embêter avec des trucs compliqués, on n'est pas là pour parler des sujets qui fâchent. Il faut que ce soit sympa, c'est paillettes. Et du coup, les gens dans les maisons de disques, mais même à la SACEM, donc la société qui gère les droits des auteurs-compositeurs, et même dans les plateformes, en fait, ils sont assez contents qu'on vienne leur parler. Ils sont assez contents de voir arriver quelqu'un qui connaît vraiment le sujet, et ils sont plutôt accueillants et disponibles. Alors évidemment qu'il y a des sujets qui les embêtent plus que d'autres, et qu'aller parler du fake stream, Universal n'a pas voulu parler, Sony n'a pas voulu parler, Warner n'a pas voulu parler, mais moi j'ai des contacts dans les maisons de disques, et c'est ces gens-là qui vont me parler de façon anonyme, prendre la parole comme ils peuvent, on va dire. Dans les plateformes de streaming, la même chose. Sur le fake stream, Spotify ne veut pas parler, Apple parle pas, Amazon parle pas, Deezer parle sur ce sujet, c'est une chance. Donc voilà, le fake stream, c'est pas une enquête facile, parce que y a beaucoup de gens qui ont peur de parler, parce que tout le monde est acteur et tout le monde est victime en même temps du sujet. C'est-à-dire que il y a beaucoup de fake stream dans plein de gros labels, mais c'est toujours d'autres qui en fait. Donc, et surtout, la difficulté du fake stream, c'est que ça peut être de la faute de l'artiste, ça peut être de la faute du manager, ça peut être de la faute du label, ça peut être de la faute de fans aussi. C'est très difficile de remonter à la source du commanditaire en fait des faux streams. Et d'ailleurs, les gens s'en servent pour s'abriter en disant moi je suis pas au courant, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est peut-être lui. Donc tout le monde s'accuse, et donc personne veut vraiment parler librement. Certains parlent librement. J'étais surpris de voir Mercus, Mehdi Gebli, qui est le manager de Vald et d'autres artistes, qui est quelqu'un qui a une place assez centrale dans le rap aujourd'hui, dans la musique en France aujourd'hui, et qui m'a dit non, mais moi je parle visage découvert, tu mets mon nom, moi je parle quand je dis un truc, c'est ce que j'ai à dire, j'assume, etc. Donc il parle très librement dans cet article et dans cette série d'articles, et c'était vraiment intéressant d'avoir sa vision. Mais il y a une frustration, clairement, d'avoir plein de sources, mais qui sont des sources majoritairement anonymes, parce que, en plus, le monde de la musique, c'est un tout petit monde, tout le monde se connaît, tout le monde se reconnaît facilement, et se griller chez Warner, c'est aussi se griller chez Universal ou chez Sony, etc., parce que c'est vraiment un tout petit monde en France. Donc voilà, c'est difficile, mais
il y a une volonté de faire sortir des choses en ce moment. Donc le sujet est vraiment pas fini. La fête du Fake-Stream est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter. Et Twitter. C'est un peu bizarre de me réentendre en 2022, mais c'est d'autant plus intéressant de voir où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment à cette époque-là, la grande révélation de cette enquête, même pour moi, je n'avais pas réalisé en commençant cette enquête, c'était que la fraude au stream, c'est-à-dire la génération de streams artificiels, était devenue un outil pour les artistes du top 500 des plateformes de streaming, était un outil même marketing. On m'a dit non, en fait c'est du marketing, c'est-à-dire qu'on s'en sert pour faire décoller nos morceaux et pour gommer toute prise de risque, ce qui est un peu antinomique avec le monde de la musique, parce que la musique, on fait une chanson, tous les artistes disent ça, on fait une chanson, on ne sait pas du tout ce qu'elle va donner. Et en fait, avec ce système de fraude au stream, en fin de compte, on efface un petit peu l'incertitude, et c'était une des problématiques de l'époque. Alors depuis, il y a eu une lutte un petit peu renforcée de la part des plateformes. Il y a eu aussi des transformations dans les attentes des chiffres, etc. Donc finalement, la fraude est un peu moins importante, un peu moins centrale chez les plus gros artistes, mais elle s'est à nouveau transformée aujourd'hui. C'est là où on en arrive aux questions d'IA dont on parle dans l'intitulé de la conférence, c'est que cette fraude au stream, aujourd'hui, elle s'est vraiment démultipliée de façon absolument exponentielle sur les plateformes de streaming. On ne s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire que on a tout un monde d'acteurs, vraiment du monde entier désormais, qui utilisent les outils de génération de musique par IA, que vous commencez à connaître, Suno, Udio, qui sont les deux principales plateformes grand public qui permettent de générer vraiment des pistes entières, des chansons entières de 3 minutes, de 2 minutes 30, tout ce que vous voulez, avec des paroles, avec de la musique, dans tous les styles imaginables et pas imaginables, et surtout de façon de plus en plus automatisée. Donc vous avez des gens qui créent des bots, des programmes, qui vont aller scanner les réseaux sociaux, mais aussi scanner Google, scanner le dictionnaire, vraiment toutes les bases de données finalement de mots sont intéressantes, et ils vont aller demander à Suno et à Udio de générer des chansons à partir de ces mots-clés. Donc si le mot-clé banane buzz sur TikTok là cet après-midi, vous allez avoir un déferlement de chansons à base de bananes qui sont créées en flux tendu par des robots et qui sont livrés aux plateformes de streaming en flux tendu. Vous savez, c'est Deezer qui communique régulièrement. Alors, c'est devenu une sorte de cheval de bataille pour Deezer, un outil de communication, évidemment. Deezer est aujourd'hui devenu une petite plateforme au niveau mondial. En France, c'est encore une plateforme qui est importante. Mais Deezer, c'est beaucoup réduit en termes de taille au niveau mondial. C'est une micro-plateforme désormais par rapport à des géants comme Spotify, comme Apple Music, même comme Amazon Music, YouTube Music, qui sont bien plus gros et bien plus implantés. Et alors, il y a encore des plateformes qu'on appelle régionales, mais qui sont des plateformes indiennes, des plateformes en Chine, qui sont absolument gigantesques. Donc Deezer est un tout petit acteur, et Deezer cherche des outils de communication. C'est pour ça que je racontais à cette époque-là que Deezer était la seule plateforme qui communiquait sur la fraude au stream, parce que Deezer en faisait une sorte de cheval de bataille qu'on ne pouvait pas lui reprocher en plus, mais qui était un outil de communication réel. Aujourd'hui, un de ces outils de communication, c'est de communiquer sur la part des titres de musique qui lui sont livrés, qui sont entièrement générés par IA. Et on en est aujourd'hui à une quarantaine de pourcents. On était à 39% au dernier pointage que j'ai fait avec eux. Et ce pointage, c'était il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, on doit en être largement au-dessus des 40 à 45%. Et donc on va atteindre à un moment les 99%, en fait. Ce sont les artistes qui n'existent pas. Alors, c'est des... Alors juste pour les prises de parole, on va avoir un micro tout à l'heure, parce qu'apparemment comme c'est enregistré, voilà, je veux pas que ça soit pas. Donc on a une question qui me demande si c'est des labels indépendants, enfin qui fait ça. En fait, ce sont plutôt des acteurs qui sont en dehors de la musique,
qui sont mal intentionnés vraiment, ou qui trouvent que c'est rigolo, et qui vont créer des artistes. Pareil, en mode automatisé. Ils vont créer des labels en mode automatisé. Et ils vont utiliser des distributeurs qui, au passage, ferment un peu les yeux et sont des acteurs un peu centraux et questionnables de cette mécanique-là. Donc des distributeurs de musique, des DistroKid par exemple, CD Baby, ou TuneCore en France, qui appartient à Believe, mais qui est un peu plus vertueux sur ces questions-là. Et donc, une fois que vous avez cette masse de musique, vous la livrez vraiment en flux tendu, et Deezer parle même de livraison de catalogue entier. C'est-à-dire que vraiment, tout d'un coup, le matin, il y a un artiste qui n'existait pas la veille et qui a 25 albums. De 12 chansons chacune, qui parlent de tout et de rien, et qui va... voilà. Et des artistes sont créés comme ça tous les jours. Donc il faut imaginer 40% de ce qui est livré tous les jours à Deezer est entièrement généré par IA, comme ça, dans ce système de flux tendu. Et 40%, c'est 40% de à peu près... aujourd'hui, on est à 150 000 morceaux qui sont livrés tous les jours. Donc c'est très conséquent. À quoi ça sert, ces livraisons-là? Parce qu'au final, plus il y a de morceaux, plus il y a de chansons disponibles sur les plateformes de streaming, moins il y a de chances qu'elles soient entendues. Et on sait que sur les plateformes de streaming, il ne s'agit pas d'y être pour être entendu, il faut être découvert. Et il y a tout un tas de processus, j'en parlais dans ce podcast, les playlists de recommandations, la recommandation éditoriale, la fraude au stream était aussi un moyen de faire décoller. Et donc, vous avez d'autres programmes automatisés qui, eux, ont le contrôle de comptes d'auditeurs, d'auditrices, soit des comptes piratés, mais de plus en plus, aujourd'hui, c'est plutôt des comptes qui sont créés. Donc, des gens vont payer des comptes pour aller écouter de la musique en flux tendu, pareil, de façon très automatisée. Et donc, vous avez des robots qui créent de la musique qui ensuite va être écoutée par des robots. C'est vraiment la situation dans laquelle on est sur les plateformes de streaming. C'est ça sur Deezer, mais quand je dis qu'il y a 40% sur des livraisons de Deezer qui sont entièrement générées par IA, faut imaginer que c'est exactement la même chose chez tous les acteurs, parce que tous les acteurs reçoivent peu ou prou les mêmes catalogues. Aujourd'hui, un distributeur envoie sur toutes les grandes plateformes du monde, et être livré à une plateforme de streaming, ça veut dire être sur les serveurs. Et ça veut dire être aussi dupliqué sur les serveurs. Parce que pour que vous ayez accès à Deezer à Rennes, eh ben, le serveur, il n'est pas situé à Strasbourg. Il est situé, il doit y avoir un serveur en Bretagne quelque part pour qu'il n'y ait pas des distances trop lointaines. C'est de l'architecture de réseau, ça me dépasse assez rapidement, mais ça fonctionne comme ça. Et donc, il y a des duplications. Donc, ça veut dire que vous avez 40% de morceaux qui ne servent à rien, qui sont dupliqués sur tous les serveurs du monde, de toutes les plateformes de streaming. Donc, c'est quand même assez abyssal, ne serait-ce qu'en termes énergétiques. Et donc, tous ces acteurs-là, aujourd'hui, essayent de... Pourquoi ils font ça? Ils essayent de tromper le système. Ils essayent de récupérer, en démultipliant les écoutes fictives sur ces morceaux eux-mêmes quelque part fictifs, que aucun humain peut-être n'a entendu. C'est ça qui me fait délirer, c'est qu'en fait, il y a des robots qui entendent des morceaux que des humains n'entendront jamais. Je trouve ça... assez poétique presque quelque part. En fait, on récupère des micro-centimes, et puis quand vous empilez des micro-centimes en démultipliant par 100, par 1000, etc., à la fin, ça finit par faire de l'argent. Et la problématique sur les plateformes de streaming, c'est que le mode de rémunération... Alors on a des articles entiers sur les jours sur ces questions-là, mais le mode de rémunération d'une plateforme de streaming fait que c'est un système de part de marché. On a un grand gâteau de l'argent disponible à la fin du mois, et pour résumer, on va distribuer au prorata des écoutes par artiste à la fin du mois. Et ce qui veut dire que plus vous avez d'artistes, plus vous avez de pistes sonores qui sont écoutées, plus vous diluez ce gâteau, parce que vous le distribuez en de plus en plus de pistes. Donc, aller prendre de l'argent par cette fraude-là dans ce grand gâteau général,
ça fait que vous prenez de l'argent à la fin sur des artistes bien humains qui sont écoutés. Et donc il y a vraiment des conséquences directes, des conséquences problématiques que le monde de la musique essaye d'aborder aujourd'hui. Donc pour le coup, il y a des actions. Il y a des actions pour démonétiser, comme on dit dans le secteur, les morceaux générés par IA. Le problème, c'est qu'il faut d'abord les repérer. C'est très difficile de repérer des morceaux 100% générés par IA. L'avantage aujourd'hui, c'est que les plateformes qui permettent de générer facilement des titres par IA sont encore assez basiques, et l'une des clés pour pouvoir repérer des morceaux générés par IA, c'est qu'en fait, ils laissent des artefacts de leur création dans le spectre audio non audible. Vous voyez, on n'entend pas au-dessus d'un certain nombre de hertz, et en dessous, on a des oreilles assez limitées finalement, nous humains. Et donc, tout ce qui est ultrasons et infrabasses, on les entend pas, mais ça reste dans le spectre sonore, et donc il reste des traces, des déchets de la création musicale là-dedans. Et donc c'est ce que les plateformes repèrent, mais tout le monde sait très bien, chez Deezer on m'en a parlé, mais on sait bien que dans 6 mois... 3 mois, 1 an, ou la semaine prochaine, s'il y a une nouvelle plateforme qui explose, on ne pourra plus les repérer. Et donc, ils sont en train de créer des IA pour repérer l'IA qui crée de la musique. Voilà. Donc, c'est vraiment des problématiques extrêmement vastes. Et ça occupe beaucoup le monde de la musique aujourd'hui. Et ce qui est quelque part dommageable, c'est que finalement, ça écrase un petit peu les vraies questions que l'IA, je trouve, soulève en matière musicale, qu'on commence vraiment à ressentir, qui sont intéressantes, avec deux effets principaux pour sortir de la fraude. Déjà, ces technologies d'IA, les mêmes technologies d'IA grand public, et Suno, Udio principalement encore, c'est vraiment ces deux entreprises-là, même si Google revient un peu essaye de revenir dans ce secteur avec une nouvelle IA là, qui est sortie, qui s'appelle Lyra. Mais en tout cas, Suno, Udio sont vraiment les deux principales. Alors tout ça est fait de façon, pour ces entreprises-là, aujourd'hui absolument pirate. C'est-à-dire qu'elles ont éduqué leurs IA sur l'ensemble des catalogues de la musique disponible qu'elles ont emprunté sur YouTube ou sur Spotify, de façon vraiment totalement pirate. Donc, petite parenthèse, c'est assez intéressant de voir que même au niveau politique et au niveau économique, alors le monde de la musique se mobilise contre ces entreprises-là, mais en termes politiques, par exemple, c'est pas tellement un débat, alors que ces entreprises sont absolument pirates. Alors que je ne sais pas si vous vous souvenez des années 2000, de la musique, quand on osait télécharger un morceau de Francis Cabrel sur Emule, et qu'on recevait dans les 2 semaines un courrier de la Hadopi, et encore aux États-Unis c'était la police qui débarquait directement. Il y a eu des histoires comme ça. Donc, vous voyez, c'était un peu 2 poids 2 mesures. Voilà. Quand c'est Monsieur, Madame, tout le monde, on peut envoyer la police. Quand c'est des entreprises qui sont financées par des très gros financeurs derrière, faut pas toucher, parce que c'est le futur de la technologie, et il faudrait pas qu'on abîme la technologie de demain. Donc, voilà, c'est assez intéressant de voir ça. Mais en tout cas, ces outils-là sont en train de créer une révolution sonore, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés aujourd'hui par des amateurs, ou des amateurs plus, qui sont des gens qui ont toujours existé, qui ont toujours fait de la musique, mais plutôt de la musique chez eux, ou qui n'ont pas vraiment fait sortir de la musique de chez eux, parce que n'avaient pas de moyens. C'est pas des instrumentistes. Souvent, c'est des gens qui écrivent des paroles, qui sont pas des instrumentistes, ou alors ils jouent d'un instrument, mais ils n'ont pas l'entourage pour avoir les autres instruments, ou ils n'ont pas accès à un studio d'enregistrement, et puis surtout la diffusion de la musique, c'était compliqué jusqu'à maintenant, etc. Aujourd'hui, entre les plateformes de streaming, les distributeurs dont je vous ai parlé, et Suno, Udio, etc., qui vous permettent d'avoir tous les instruments que vous voulez. Si vous voulez 55 violons, une harpe et quelqu'un qui joue du synthétiseur derrière, il n'y a pas de souci. Vous faites un prompt, comme on dit, vous tapez un texte qui décrit votre musique, et vous l'aurez. Vous avez Jean-Michel Jarre qui est avec vous en studio.
Et donc il y a plein de gens qui sortent de la musique, que moi j'appelle des artistes hybrides, qui sortent de la musique aujourd'hui, et c'est souvent ces artistes-là dont on entend parler dans les médias, qui atteignent un peu des hauteurs de classement pour certains. C'est toujours des artistes hybrides, c'est toujours des paroles écrites par des humains, et de la musique plus ou moins automatisée. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est pour ça que c'est vraiment des artistes, c'est que finalement, malgré tout, il y a des choix humains. La musique et la création, c'est défini par des choix humains, par des choix, je choisis telle piste plutôt qu'une autre. Voilà. Et en fin de compte, même en utilisant Suno et Udio, qui vont jouer de la musique à la place de personnes qui effectivement pourraient être en studio en train de jouer de la musique, mais dans tous les cas, ces personnes qui sont très amateurs n'auraient jamais convoqué des musiciens et Jean-Michel Jarre en studio, donc ça existe sans eux. Mais il y a quand même des choix humains. Il y a quand même, je vais prendre cette piste-là. Je vais prendre, tiens, c'est ce violon-là qui m'intéresse. Bah non, tiens, c'est trop rapide. Je vais faire plus lent. Je vais partir dans un autre style, etc. Et puis, je vais peut-être réécrire mes paroles. Et puis, il va y avoir même un échange avec les outils d'IA pour modifier les paroles, et je vais faire des choix malgré tout. On n'est pas du tout dans une autonomisation intégrale comme selon je vous racontais. Et l'autre aspect, avant qu'on puisse prendre un peu des questions, ça c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. J'ai pas du tout fini cette enquête parce que je pensais qu'elle serait plus facile que ça. Il y a un réel tabou sur la façon dont les outils d'IA, plutôt des outils professionnels, mais également les mêmes outils Suno, Udio, sont entrés dans les studios professionnels. Là, on est vraiment dans le monde de la production de la musique, notamment dans la musique justement qui se produit, qui se fabrique directement en studio avec des machines, avec des outils informatiques, donc plutôt dans des musiques électroniques, dans le rap, mais aussi aujourd'hui toute la pop est produite comme ça en vrai, donc c'est vraiment un très vaste monde de la musique, et en fin de compte, je commence à me rendre compte qu'il y a plein de gens qui utilisent des outils d'IA et qui ne veulent pas en parler parce que ils n'ont pas envie que l'artiste avec qui ils travaillent le sache, ils n'ont pas envie que le public le sache aussi parce que c'est encore pas bien d'utiliser l'IA, alors qu'en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est de les entendre en parler, où ils sont vraiment dans un échange technologique avec ces outils-là, et souvent ils disent, mais en fait, c'est comme quand on a eu les boîtes à rythme, quand on a eu les ordinateurs, quand on a eu... à chaque étape de l'histoire de la musique se construit avec ces technologies et elle évolue avec ces technologies. Et quand on regarde l'histoire de la musique, tous les grands styles de la musique sont nés de nouvelles technologies, et d'ailleurs, parenthèse, souvent de la mauvaise utilisation de ces technologies. Le rock avec la saturation, quelqu'un fait tomber un ampli lors d'un accident de la route, il n'y a que ça pour jouer le soir, le son est saturé, et en fait c'est cool comme son, et donc on va commencer à jouer en saturant l'ampli. C'était pas prévu du tout pour ça. Les boîtes à rythme qui inventent la techno, à l'origine, c'était des boîtes à rythme pour les musiciens de jazz, pour pouvoir répéter à la maison. Et puis tout d'un coup, des petits gars de Détroit trouvent que le son est cool et ils l'utilisent pour lui-même. L'autotune était censé être absolument invisible pour corriger un petit peu les erreurs de la voix en studio. Et puis il y a quelqu'un qui décide de le pousser à fond et ça fait ce son bizarre qui devient un peu, qui définit ou qui a défini les 20 dernières années de la musique. Donc voilà. Et donc, en fin de compte, les gens se servent de ces outils aujourd'hui. Alors, ça sert à plein de choses. Ça sert à nettoyer des sons. Tout le travail un peu roboratif de nettoyage du son. Ça sert à avoir des réglages plus précis, plus organisés. Ça sert à aussi, quand on a un trou, j'ai ce point de départ là, je sais que je veux aller vers là, mais je trouve pas mon idée là. Et du coup, l'IA va me faire des propositions. C'est plein de musiciens qui m'ont dit ça. Ils me disent en fait, on a plein de propositions et puis en fait, on va rien utiliser, mais il y en a une qui va donner une idée et qui va permettre de combler le truc. Voilà, donc ça, c'est un usage qui est assez utile aujourd'hui. Même des artistes qui me parlent d'utiliser des voix artificielles aussi.
Un producteur qui me dit en fait je devais travailler avec une chanteuse là et 3 fois elle est jamais venue en studio, c'était un peu compliqué avec elle. Et au final j'ai fait une empreinte vocale pour avancer. J'ai fait une empreinte vocale où j'ai vraiment fait un prompt extrêmement précis, je l'ai modifié plein de fois, etc. Parce que je voulais avancer sur ce morceau, et puis au final j'ai gardé l'empreinte vocale parce que ce que j'ai eu c'est vraiment bien, et je vais la garder. Donc ça pose quand même plein de questions sur ce qu'on veut pour l'avenir de la musique, mais en tout cas il y a une vraie réalité dans les usages en studio, et une réalité, alors pareil, encore une fois cette enquête est pas finie, mais ce qu'on me dit aussi c'est qu'il y a aussi une réalité qui est que dans certaines musiques qui sont produites vraiment en flux tendu pour les plateformes de streaming, vraiment pour nourrir la bête, et vraiment où c'est vraiment des artistes, pas des artistes, pas des faux artistes, des artistes fantômes, mais qui sont malgré tout dans une production un peu automatisée. Et alors eux, ils ont totalement abandonné toute velléité, et ils sont à fond sur Suno, et ils prennent tout ce qu'il y a à prendre, et ils bazardent, mais par contre ils signent le morceau, ils le déposent à la SACEM, et du coup ça passe souvent sous les radars, parce qu'ils vont aller modifier un petit peu, ils vont apporter un petit peu d'humain là-dedans, ils vont aller modifier des niveaux, rajouter une petite guitare, etc. à eux, et puis voilà, et eux ils ont vraiment une production intensive, 100%, quasiment 100% IA. Donc vraiment tout ça est en train de chambouler énormément le monde de la musique, et nous en tant qu'auditeurs derrière et auditrices, on est ça nous pose plein de questions, parce que on sait pas comment on finit par plus savoir ce qu'on écoute. C'est une des grosses questions je trouve en ce moment, et que il y a finalement un débat assez inexistant sur la nécessité sur les plateformes de streaming probablement de dire ce morceau a été généré par IA. Il y a des gens qui travaillent sur un outil qui commence à fonctionner, qui permet de dire voilà, il y a tant d'IA dans ce morceau, et avec tous ces outils là pouvoir déterminer, pouvoir dire voilà, ce morceau là il est 30% humain, ce morceau là il est 15% humain. Ça marche aujourd'hui, combien de temps ça marchera, voilà, on est vraiment dans une sorte de lessiveuse en ce moment, et moi-même j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à écrire assez vite, tellement il se passe de choses. Voilà. On peut prendre des questions, on est encore à une dizaine de minutes maximum. Ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Merci. Merci pour la présentation. Du coup, par rapport à un des derniers points que vous présentiez, je me posais la question, est-ce que c'est un fossé qui se crée entre la musique studio et la musique live ? Du coup, de se dire qu'on a de plus en plus de vrais artistes studio qui vont manipuler de plus en plus de détails pour avoir une musique bien précise, sans faire appel à d'autres humains. Est-ce que du coup, ça crée encore plus le fossé en se disant, une fois qu'on a des prestations live, elles sont complètement différentes, il faut vraiment imaginer quelque chose de différent par rapport au studio ? Ouais, alors je pense que ça participe, je pense que toute cette ambiance, même si c'est inconscient, et globalement la fuite en avant de la musique un peu infinie sur les plateformes de streaming où on se retrouve un peu noyé, ça participe d'un besoin d'aller voir les artistes live. Et s'il y a un vrai besoin très très fort de live, c'est parce que on sait ce qu'on a devant les yeux. Voilà. Alors, c'est pas toujours ce qu'on a dans les oreilles. C'est parce que l'autre bout de la réponse, c'est que pour l'instant on en est là, mais très rapidement il y a les technologies d'IA qui vont rentrer dans le live aussi, et qui vont peut-être permettre de faire des choses qu'on faisait pas avant en live, qui peuvent être intéressantes aussi. Ce qui est l'IA, ça sera bien et pas bien. Il n'y a pas de bonne réponse sur ça. J'ai essayé de vous décrire des usages qui sont problématiques, mais des usages qui sont aussi créatifs, des usages qui sont entre les deux. Il y aura des abus. Enfin voilà, tout est possible. Moi, j'ai l'impression que dans tout ça, toutes ces questions d'IA, finalement, ne peuvent que donner une place plus importante et plus noble aux gens qui tentent le plus de choses. En fait, c'est ça la réponse à ça, c'est que l'IA aujourd'hui, elle est extrêmement puissante pour imiter, pour exécuter, et pour faire des choses très rapidement, de façon limite automatisée, mais créer, faire quelque chose de différent et être finalement bizarre, parce que c'est la bizarrerie dans la musique qui nous arrête. C'est un choix
c'est un choix inattendu, c'est un son inattendu, etc. C'est là où la créativité est. Et en fin de compte, j'ai fait un article il y a quelques mois qui disait que l'IA était déjà en train d'avaler la musique molle, la musique du milieu. Il y a énormément de musique, qu'elle soit instrumentale, musique vraiment de mood, ou même dans la chanson, ou dans la pop, ou dans n'importe quel espace sonore. Il y a énormément de musique sympa, comme on dit. Ça n'empêche pas de passer un bon moment, mais c'est pas la musique qui va créer quelque chose. Et cet espace-là, il est déjà en train d'être avalé très fortement par l'IA. Mais je sais pas, c'est pas l'IA qui va faire Björk. C'est pas l'IA qui va faire le dernier album de Rosalia. On en est voilà. Donc je pense que plus on a d'IA, plus finalement ça donnera de la force aux artistes qui tentent des choses. Je pense, y compris sur scène. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Oui. Oui, merci. Moi, je me pose la question en tant qu'utilisateur, enfin auditeur, sur le relatif peu de marge de liberté qu'on a quand on paramètre les outils de plateformes. Moi, j'ai 50 ans, donc j'écoute la musique d'une certaine manière, c'est-à-dire j'écoute un album, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'écoute Ziggy Stardust de David Bowie, à la fin de Rock'n'Roll Suicide, je veux du silence. Je ne veux pas que ça enchaîne sur un autre morceau derrière. Donc j'ai passé pas mal de temps sur les plateformes à essayer de désactiver tout ce que je pouvais. C'est-à-dire, parce que j'aime pas la musique en continu, j'aime moi choisir en fait. Donc je désactivais tout ce qui est playlist automatique, recommandations, tout ça. Donc du coup, tous ces débats sur l'IA, en fait, ça m'attriste parce qu'effectivement, ça abîme quelque chose qui pour moi est un petit peu sacré, hein, qui est la musique. De l'autre côté, je me sens relativement épargné par mon mode de consommation. Par contre, je trouve que les outils des plateformes, par défaut, imposent un mode de consommation, alors moi qui ne me convient pas. Donc il faut faire l'effort d'aller bidouiller dans les paramètres, la qualité sonore qui n'est pas celle que je voulais à la base, la désactivation de tout ce qui est recommandation. Donc du coup, j'ai l'impression que je ne suis pas trop exposé à tout ce qui est faux groupe ou faux trucs fait par IA, parce qu'en fait, il n'arrive pas jusqu'à moi. Mais pour qu'il n'arrive pas jusqu'à moi, il faut qu'il y ait une démarche volontaire de la part de l'auditeur qui n'est pas permise a priori par les plateformes. Voilà. Oui, c'est une des problématiques des plateformes quelque part, enfin depuis le début, c'est que on se retrouve pour la première fois toutes et tous à écouter de la musique au même endroit. Finalement, ça n'a jamais été le cas avant. Chacun écoutait la musique à sa façon, avec les outils de chaque époque, mais à sa façon. Chacun faisait ses cassettes différemment, chacun écoutait ses vinyles de façon différente, et on avait un rapport différent à la musique, et surtout, jusque dans les années 90, les espaces d'accès à la musique étaient même assez marqués, différents. On avait, si vous alliez acheter un disque chez Carrefour, ou à la Fnac, ou chez le disquaire du coin, vous n'aviez pas accès au même catalogue de musique, et souvent c'était les publics qui se reconnaissaient aussi dans ces espaces sonores. Aujourd'hui, les auditeurs de Taylor Swift et les auditeurs de Fugazi sont côte à côte, sont sur la même plateforme, sauf que leurs attentes sont différentes, leurs âges sont différents, enfin voilà, tout est... Et c'est vrai que les plateformes ont tendance à façonner l'écoute, alors déjà qui leur convient, parce que clairement l'objectif numéro 1 d'une plateforme de streaming, c'est de créer cette écoute la plus longue possible, parce que y a une donnée majeure qui dit que plus vous écoutez longtemps, plus vous tendez à vous abonner et à rester abonné. C'est leur métrique majeure. C'est vraiment le cœur de tout. Donc, il faut créer de l'écoute, créer de l'usage. C'est pour ça qu'on a cette écoute infinie, c'est pour ça qu'on a cette recommandation, c'est pour ça qu'on a par défaut de la musique qui commence après Ziggy Stardust. Alors, on peut désactiver. C'est vrai que ça demande du boulot. Souvent, en plus, ce qui est problématique, c'est que des fois, à la mise à jour, c'est réactivé, donc il faut tout reconfigurer. Les plateformes de streaming ont malgré tout commencé, Spotify notamment fait ça,
à modifier l'ergonomie des plateformes en fonction des usages. C'est-à-dire que si vous comparez plusieurs Spotify dans cette pièce, l'ergonomie même de la plateforme va être peut-être sensiblement différente. Parce que, par exemple, moi qui n'utilise jamais la vidéo, les vidéos elles sont presque invisibles dans mon Spotify. Alors que chez quelqu'un d'autre, les vidéos seront sur la page d'accueil, il y en aura partout. Et ça, je ne l'ai jamais configuré. Il y a quand même des usages comme ça qui s'adaptent. Mais voilà. On est malheureusement, enfin en tout cas sur cette plateforme, si on décide de les utiliser, on est un peu coincé. Et dès qu'on a un usage qui n'est pas celui de monsieur, madame, tout le monde, qui en plus finalement n'existe pas, en fait c'est que ça ne comble personne cette histoire, parce qu'il n'y a pas d'auditeur médian. On se retrouve à composer avec ce que les plateformes veulent faire de nous, et c'est toujours une tension, et d'ailleurs je finirai là-dessus. Ce qui est comment dire, on est assez récompensé et en même temps c'est fatigant et quelque part c'est du travail gratuit, comme tout ce qu'on fait sur Internet. On travaille beaucoup gratuitement pour ces entreprises-là, mais on a toujours beaucoup à gagner à justement être extrêmement actif finalement sur ces plateformes de streaming, et à se laisser porter le moins possible par ce qu'elles veulent faire de nous, parce que c'est là où justement on arrive à faire dérailler un peu le truc et où ça peut donner des choses intéressantes. Et par exemple sur la recommandation, c'est un peu un serpent de mer de dire que la recommandation, j'en parle un petit peu dans le podcast, que la recommandation elle pose plein de questions sur ces plateformes de streaming, mais en fin de compte si on est un auditeur, une auditrice actif, et qu'on va nourrir de choses qu'on aura glanées ailleurs, dans des festivals, dans la presse, dans le bouche à oreille, les copains et copines, etc., dans un magasin de disques, on nourrit l'engin. Et c'est là en fait où on peut avoir des découvertes super intéressantes. Faut réussir à tourner l'outil en sa faveur. Le problème, c'est que c'est un boulot assez conséquent, parce que dès qu'on lâche la bête, et bim, on se retrouve avec le nouvel album de U2 qu'on n'avait pas vu venir dans les recommandations. Je dis ça parce que c'est un grand classique de ces gros artistes-là qui, bim, vous les avez écoutés une fois et hop, ils sortent un nouveau morceau et ils sont en tête de vos recommandations alors que vous les avez jamais écoutés, parce qu'ils ont un poids incroyable dans les plateformes. Et donc voilà, on vit dans un monde de l'écoute qui est assez complexe. Et ce qu'on essaie de faire dans les jours, c'est justement de faire prendre conscience aux utilisateurs et aux utilisatrices que rien n'est anodin sur ces plateformes, et qu'il faut justement avoir conscience de leur fonctionnement et de leur grande logique et de leurs intentions, y compris des intentions du secteur de la musique lui-même, pour rester finalement des citoyens, auditeurs et auditrices dans ces espaces-là aussi, où être passif ne fait que nourrir la mécanique, et qu'il faut essayer de tourner au mieux ces engins à son propre profit, ce qui n'est pas facile tous les jours. On va devoir s'arrêter là parce que c'est la fin de la conférence. Je vous remercie beaucoup, et merci aussi beaucoup pour votre présence au festival. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur la-paillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.